Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être sur Al24 News pour un nouveau numéro consacré aux derniers événements du jour. Aujourd'hui, on évoquera une figure phare de la politique italienne de ces dernières décennies. Oui, une longue période, disparue à l'âge de 86 ans. Et il s'agit de Silvio Berlusconi et le Cavaliere. Sa longévité s'est confondue avec la scène politique italienne, laquelle a forcément marqué l'Italie. Néanmoins, peut-on parler d'un phénomène Berlusconi? Dans quel état il laisse la droite italienne, dont il a été le chef de file durant de longues années? Et puis on questionnera son héritage, si bien sûr on peut parler d'héritage politique et bien d'autres choses au menu de ce soir. Pour le moins qu'on puisse dire et que le personnage ne laissait pas indifférent, une longévité à toute épreuve, 3 fois président du Conseil et parlementaire aussi durant une décennie, entrepreneur à succès, figure tutélaire du club Milan AC. Il a bâti un empire immobilier médiatique en Italie et parfois ailleurs. À une journaliste qui a fait allusion à ses démêlés judiciaires, il avait rétorqué que l'important, c'était de faire parler de soi, en bien ou en mal, peu importe. Silvio Berlusconi, un grand communicant qui maîtrisait malgré tout son image, ou alors une figure politique à force de dérision qui a désacralisé dans la foulée la Respublica, un peu des deux sans doute. Ce qui est sûr, c'est qu'au fond, Berlusconi était surtout une histoire italienne moderne. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir ce soir via Skype d'accueillir nos deux invités en direct de Paris. Gamal Abina, spécialiste des questions internationales. Bonsoir monsieur. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir et nous avons aussi avec nous Badis Khanissa, président du think tank Émergence. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir et merci pour l'invitation également. Alors, messieurs, Berlusconi, décédé ce matin, atteint, semble-t-il, d'un cancer ou d'une leucémie, ce n'est pas encore très clair. En tout cas, les réactions fusent de partout, de l'actuel chef du Conseil italien, Giorgia Meloni, du chef de l'État italien, Sergio Mattarella, ses adversaires politiques lui ont, eux également, rendu hommage. Les anciens présidents du Conseil, Matteo Renzi et Mario Draghi, ont tous deux mis en avant le rôle crucial joué par Silvio Berlusconi dans la vie publique italienne. Le président russe Vladimir Poutine parle d'un ami cher disparu. Même le club rival de l'Inter de Milan lui rend hommage. Alors, je commencerai par vous, Badis Khanissa. Pour le moins qu'on puisse dire, Il Cavaliere ne laissait pas indifférent. Effectivement, vous le faites bien de le dire, mais au-delà de ça, c'est aussi quelqu'un qui a marqué les 30 dernières années, en tout cas de l'histoire politique italienne, lui qui a cassé les codes du politiquement correct, qui a cassé les codes aussi, notamment de l'exercice politique en lui-même, qui, faut-il le rappeler, est rentré dans la scène politique tardivement, à l'âge de 55 ans. C'est pour vous dire qu'effectivement, il a d'abord pu peut-être capitaliser une certaine expérience, comme vous l'avez dit, dans la communication, dans les médias, dans le sport. Donc il lui a valu cette expérience qui a bien évidemment fait de lui non seulement une singularité en matière d'approche, puisqu'il a désanctuarisé quelque part l'exercice politique de la République italienne, mais surtout qui a donné un cap nouveau, cette fameuse révolution libérale qu'il avait promis à ce moment-là pour effectivement donner une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique aux Italiens qui étaient, rappelons-le, à ce moment-là, je dirais, en total désespoir. Donc oui, c'est un symbole de l'Italie, aussi une figure majeure de cette politique italienne dans laquelle il a su rassembler la droite en perdition, le Cavaliere, parce qu'il a su aussi reconquérir des territoires perdus, parfois des territoires historiques perdus de la droite. Donc il a su aussi créer ce consensus, même s'il était parfois d'une espèce d'approche maladroite, mais parfois même des déclarations à l'emporte-pièce, faut-il le rappeler, parfois en 2009, lors de sa déclaration un peu historique par rapport à l'État d'Israël et l'Union européenne. Mais c'est du Berlusconi, c'est son approche un peu avec un langage direct, un langage sans formalisme, anticonformiste aussi de l'exercice politique, ce qui lui a valu cette aura auprès des Italiens et qui lui a valu aussi 3 fois président du Conseil italien. Alors justement, Gamal Abina, je me retourne vers vous. Peut-on parler du phénomène Berlusconi, cette espèce de figure de la politique avec une faconde qui semblait revenir de tout,
avec un sourire narquois, ses frasques en tout genre, ses affaires judiciaires et autres qui, malgré tout, le renforçaient, paradoxalement, élargissaient sa popularité. Si je veux, Berlusconi a une particularité, comme l'Italie d'ailleurs au demeurant. C'est un pays et donc c'est un système politique qui a toujours été un peu à l'avant-garde de la politique. On voit la France a influencé le monde évidemment par rapport à la République, mais l'Italie n'était pas en reste. Je prends l'exemple simplement de 1922, quand les chemises noires d'un ancêtre de la nouvelle Premier ministre actuelle, Meloni, arrive au pouvoir. Je parle donc du mouvement fasciste. Eh bien, à ce moment-là, on a déjà l'entame d'une politique nouvelle européenne, d'une vision nouvelle de la politique, évidemment, la création du parti fasciste qui va faire des émules dans le reste de l'Europe, Espagne, évidemment Allemagne, Portugal. Cette idée de l'Italie, c'est l'Italie proactive qui crée effectivement des phénomènes nouveaux dans le champ politique. Et Berlusconi n'est pas du tout un acteur étranger à ce phénomène nouveau, puisque lui-même a su et a fait en sorte qu'un homme d'affaires devienne un homme politique. Alors, par évidemment une stratégie très bien étudiée, puisqu'il a commencé d'abord dans l'immobilier, puis ensuite il s'est mis à avoir des groupes de presse, et ensuite il s'est mis, c'est un tycoon, à avoir des chaînes de télévision, la Cinque par exemple, qu'il a un peu transposé un peu partout dans l'Europe, particulièrement en France aussi avec la 5, et il a su affirmer une image qui va faire des émules plus tard. On sait aujourd'hui que Trump est exactement le fils spirituel d'un Berlusconi dans sa stratégie immobilière, et puis ensuite média pour arriver finalement au pouvoir suprême à la tête de l'État américain. On sait évidemment que c'est pareil en Angleterre, le Premier ministre est un homme d'affaires, donc l'idée de la politique qui se mélange au spectacle, qui se mélange évidemment au monde des affaires, c'est clairement Berlusconi qui va inaugurer cela. Et pas seulement, il y a aussi le caractère de la séduction par l'image, la séduction par les mots, et le fait d'avoir reconstitué, après l'opération main propre en Italie, une droite qui était moribonde. Donc Berlusconi a capitalisé 3440 jours à la tête du Conseil italien, ce n'est pas rien. C'est un personnage illustre qui a fédéré la droite et l'extrême droite, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il ne faut pas non plus en faire un héros. C'est quelqu'un qui a une page sombre et c'est quelqu'un qui a beaucoup joué de la provocation, de sa superbe, de ces alliances qu'il a créées. Rappelons quand même, pour un homme qui était sur le déclin, 86 ans, il a quand même obtenu 8% aux dernières élections et ça a été le marchepied de Giorgia Meloni pour arriver à la tête de l'Italie. Donc on s'est demandé ensemble s'il y eut un phénomène Berlusconi justement, vous en parlez bien, mais au-delà, l'homme jouissait quand même d'une popularité réelle, notamment dans les milieux populaires, peut-être pas au sud, donc anti-euro, contre les élites bruxelloises, anti-élites comme il aimait se présenter exagérément sans doute. L'homme était quand même élu démocratiquement, Gamal Abila. Alors bien évidemment, l'Italie reste une démocratie depuis la Seconde Guerre mondiale, avec un parti communiste fort qui a été affaibli. Ils ont bénéficié, je parle de la droite italienne, du soutien américain. N'oublions jamais que Washington a toujours été très très proactif pour soutenir la droite et pour soutenir évidemment des mouvements qui sont anticommunistes. Donc ils ont bénéficié du montant en puissance de cela. Mais Berlusconi, c'est aussi l'homme des tifosi italiens. C'était quand même celui qui a redressé le Milan AC, puisque c'est sa ville d'origine. C'est aussi l'homme du populisme italien. Il a retrouvé effectivement le principe un peu très, très mussolinien dans l'approche, dans cette façon un petit peu outrancière de parler. C'est l'homme de la rupture annoncée, mais pas réellement réalisée, puisque lorsqu'il est en défiance avec l'Europe, en vérité, même si l'Europe ne l'aimait pas, de toute façon, il rentre dans le rang, on s'en rend bien compte. Il a 3 mandats. Un premier mandat qui se passe relativement bien, on dira, il n'y a pas trop d'affaires, ça va. Le second mandat, où il est littéralement vraiment jeté dehors par Bruxelles parce que les affaires commencent à arriver et qu'il pose problème. Et le troisième mandat qui se passe plus ou moins mal, mais les affaires l'éclaboussent littéralement. Effectivement, on est gêné par ce troublion de la politique qui en fait trop sans doute, qui a une popularité indiscutable en Italie. Il va être d'ailleurs célébré comme un grand président du Conseil. Le Conseil, ça correspond au Premier ministre, donc c'est le chef du gouvernement. Il va être célébré, il y aura des funérailles nationales et pour cause, Giorgia Meloni, qui est une de son alliée et à qui elle doit sa victoire, évidemment, et bien Giorgia Meloni le célèbre comme un héros de la nation, d'ailleurs comme beaucoup d'Italiens. Berlusconi n'a laissé personne, ne laisse pas froid les gens. Il a créé un groupe de presse important, il a donné une image très forte, il a démocratisé la politique avec une espèce de sentiment un petit peu bon enfant, un petit peu comme Trump d'ailleurs, où il donne le sentiment qu'il est anti-système, même si ce n'est pas réellement un anti-système. Mais il ne demeure pas moins que ce qu'on retient de Berlusconi, c'est un homme atypique, un homme du peuple, un homme qui a débuté, il n'était pas riche, pauvre, dans des circonstances qu'on qualifierait de troubles dans la mesure où on prétend que c'est la mafia qui aurait financé ses premiers biens immobiliers, mais il n'en demeure pas moins qu'il n'a jamais été condamné pour cela, si ce n'est pour fraude fiscale, et qu'effectivement, il reste un personnage haut en couleur. Alors, Badis Khanissa, on va
peut-être parler un peu de l'histoire italienne, l'histoire récente en tout cas, puisque Berlusconi, malgré tout, est un produit de l'histoire politique italienne, une sorte de Giulio Andreotti bis. Vous vous souvenez, ce dirigeant de la gauche chrétienne qui a dirigé 7 gouvernements dans les années 70 et 80, c'est-à-dire surtout une sorte, je ne sais pas, de symbole qui imbrique à la fois la politique, les milieux des affaires, parfois des milieux aussi, disons-le, des milieux un peu de l'ombre, un peu occultes en tout genre. Justement, peut-être Berlusconi a su susciter le mystère, tant sur sa carrière, mais aussi sur son apport politique lors de justement ces 3 mandats, mais pas que. Et lui aussi qui a été le mentor, rappelons-le, de Meloni. Donc c'est lui qui l'a fait introduire dans la politique italienne. Et c'est lui qui a été aussi son mentor et son coach. Donc c'est un Berlusconi qui, pour ma part, a su faire converger d'abord la politique dans son approche, comme j'expliquais tout à l'heure, assez singulière, assez individuel, qui porte sa marque de fabrique, je dirais, et qui a fait fureur, puisque le peuple italien a su suivre ce nouveau cap qui a été donné, en complète, je dirais, indépendance par rapport à ce qu'ils ont pu voir ou assister par le passé. Mais en tout cas, il a su susciter aussi de l'espoir dans une Italie titubante, dans une Italie mourante même. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, il aime bien se donner ce titre de atlantiste modéré et conservateur. Donc, il a su, si vous voulez, faire une espèce de melting pot de tous les courants, toutes les approches populistes y compris, voire même parfois extrémistes, puisqu'il est aussi taxé d'avoir amorcé certaines alliances contre nature avec de l'extrême. Mais au-delà de cela, encore une fois, il reste cet homme historique, cet homme mythique qui a su transformer tout ce qui touchait en or, et y compris l'exercice politique. Donc il a su aussi apporter cette espèce de lexique discursif dans lequel il pouvait apporter une réponse à une problématique, contrairement à d'autres politiciens, comme j'avais expliqué tout à l'heure, qui étaient véritablement dans un exercice du politiquement correct. Lui, il a su casser ce carcan pour donner une image de celui qui est proche du peuple, de cette proximité, même si elle a été entachée, faut-il le rappeler, par plusieurs scandales, série de scandales d'ailleurs privés et aussi financiers. Mais encore une fois, les jugements étaient clairs, un seul jugement en tout et pour tout. Donc c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui a su profiter d'une dynamique, mais aussi qui a su apporter une réponse, lui qui aimait bien le dire, vouloir servir les intérêts de l'Italie, cette Italie que j'aime au lendemain de justement dans son élection pour la première fois à la tête du Conseil, en tout cas comme Premier ministre au Conseil italien. Gamal Amina, j'aimerais vous entendre sur ce lien entre Berlusconi et Andreotti. On a l'impression que la politique italienne donne naissance à ce profil d'homme politique un peu qui arrive à échapper un peu à la justice et qui concentre plusieurs strates du pouvoir italien, un pouvoir occulte, un peu celui de la pègre, un peu celui de... Voilà, ça concentre beaucoup de choses et en même temps il s'en sort bien puisque vous l'avez rappelé judicieusement, il n'a eu qu'une affaire, il a été condamné qu'une seule fois. Demeure, dont on lui a reproché d'avoir été extrêmement proactif, on dira, pour être gentil. Les condamnations ne sont pas tombées, ça a été négocié en vérité, mais la vraie question qui se pose, effectivement, que vous venez d'évoquer par rapport à Andreotti ou d'autres d'ailleurs, c'est la question des juges de l'Italie et du pouvoir indépendant par rapport au pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir politique. La question s'est posée longtemps et l'opération main propre, qui a d'ailleurs fait tomber beaucoup de monde à cette époque-là, dans les années 80-90, a permis à un homme comme Berlusconi, qui n'était pas forcément le moins entachable dans l'histoire, puisque sa fortune s'est faite de façon assez étrange et rapide, n'a pas entaché finalement cette droite italienne qu'il a su reconstituer. La problématique de Berlusconi, c'est pas tellement le fait qu'il ait changé la vie politique italienne, même si ça a été un peu le cas, c'est qu'il ait mis une image de l'Italie, enfin d'une Italie politique, parce que c'est une république très instable en vérité. Vous voyez le nombre de gouvernements qui sont tombés les uns derrière les autres, ça rappelle la 4e République en France. Il a su rassembler la droite et l'extrême droite, parce qu'on n'en parle pas assez, mais le MSI, la Ligue lombarde ou la Ligue du Nord, toutes ces organisations, Meloni récemment, qui se réclamait ouvertement de Mussolini, c'est l'extrême droite qui parle. Donc Berlusconi n'est pas l'extrême droite, je ne le crois pas, puisqu'il a su faire la paix à Kadhafi, on voit l'image à l'écran d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui est un pragmatique et qui se dit
pour que l'Italie redevienne forte avec un modèle quand même. Il y a une certaine nostalgie de l'époque mussolinienne qui a relancé l'économie. Eh bien, ces gens-là ont une nostalgie parce que Mussolini n'étant pas Hitler, il y a une distinction qui est faite de façon très, très nette en Italie. Et donc, ces gens-là ont cette idée de ce modèle. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, 100 ans après les marches brunes, comme je disais tout à l'heure, eh bien, Meloni arrive au pouvoir. Elle se réclame effectivement Mussolini. Mais c'est vrai que l'idée d'une politique spectacle, c'est ça dont on parle, d'un homme qui vient de la télévision, comme Trump d'ailleurs, d'un homme qui vient du milieu des affaires, d'un homme qui vient d'un milieu occulte avec l'histoire de la mafia, puisque on a toujours tendance à dire que le sud de l'Italie, c'est la mafia qui la tient. Eh bien, cet homme a su quand même pacifier la relation du monde politique avec l'italien de base. Et c'est vrai que le fait qu'il ait été aussi très populaire par rapport au football, ça lui a donné un tremplin, un peu comme Bernard Tapie en France, ça a donné une dimension multiple au personnage, avec des frasques qui lui ont été très souvent d'ailleurs pardonnées. Les Italiens ne le voulaient pas pour ces histoires de mœurs, ça ne les intéressait pas. Ceux sur lesquels ils ont été plus inquiétés en vérité, même si ça a donné un côté ridicule à sa fonction, où il a un petit peu écorné la fonction du chef du Conseil italien, c'est effectivement le fait que sur les questions financières par exemple, ou sur les questions même d'alliance internationale, on a considéré qu'il commençait à aller un peu trop loin, sa relation avec l'Europe, avec la Russie, tous ces éléments. D'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'on a entendu aujourd'hui Poutine dire de Berlusconi que c'était un ami. C'est dire à quel point ces relations c'est des relations personnelles qu'il a développées et c'est moins de la stratégie politique que de la stratégie pragmatique. Berlusconi, c'était l'Italie avant tout. Justement, on va parler de ça justement, la transition est toute faite, puisque j'aimerais évoquer avec vous les liens de Berlusconi avec Poutine ou encore feu Muammar al-Kadhafi, des amitiés qu'il aimait afficher ouvertement alors que ces deux dirigeants n'étaient pas, enfin toujours concernant le président russe, en odeur de sainteté du côté de l'OTAN ou du Nord ou de l'Occident, peu importe. On se souvient, l'Italien s'était opposé aux croisades otanesques contre la Libye, dont le but, à part se débarrasser du dirigeant libyen, sont toujours questionnés. Y a-t-il, je pose la question comme ça simplement, y a-t-il un lien entre, selon vous, entre cette posture ou encore ces critiques envers la monnaie unique et sa chute, ou en tout cas le début de ses problèmes? Alors, il est évident, évidemment, qu'il y a des groupes de pression qui existent en Italie, parce qu'il existe des groupes de pression partout dans le monde, et que la relation qu'il avait avec Muammar Kadhafi, paix à son âme, était une relation d'assainissement de la relation libyenne-italienne. Rappelons-nous quand même que les Italiens ont conquis la Libye, ça a duré une trentaine d'années, avec la mort d'un héros libyen. D'ailleurs, rappelons toujours que le lion du désert, comme on l'appelait, Omar Mokhtar, est resté dans l'inconscient collectif libyen comme un héros martyr. Et donc, c'est vrai, Berlusconi, lorsqu'il va en Libye, lorsqu'il va voir Kadhafi, lorsqu'il sort la Libye littéralement en partie de l'isolement international, il tient des relations économiques, on les connaît, mais surtout des relations d'homme à homme qui sont assainies. À telle enseigne qu'il propose même aux Libyens, pour pardonner la barbarie coloniale qu'ils ont subi, de faire des réparations, je crois à hauteur de 5 milliards, si je ne me trompe pas, d'investissement direct de l'Italie vers la Libye. Donc c'est une relation qui s'assaignit, et c'est vrai que le fait de voir l'assassinat de Kadhafi, qui je pense avait une relation saine avec Berlusconi, et singulière, a conduit certainement Berlusconi, peut-être dans une certaine mesure, je ne vais pas rentrer jusqu'à l'idée qu'on l'a fait chuter volontairement pour ça, mais à être quelqu'un de mal vu par rapport au reste de l'Occident. Quant à la relation avec Poutine, évidemment, alors là, c'est même pas la peine. Poutine étant devenu quasiment l'incarnation du diable en Occident, il suffit que même Meloni a des relations avec Poutine qui inquiètent les Occidentaux. On voudrait isoler la Russie. Une Russie qui, pareil, est très nationaliste aujourd'hui, donc il y a des points communs entre l'Italie et la Russie par rapport à ça. Et Berlusconi a été considéré comme étant un troublion qu'on ne pouvait pas accéder au pouvoir. Badis Khanissa, un commentaire sur les liens de Berlusconi avec Poutine ou encore Kadhafi qui ont pu peut-être lui causer pas mal de soucis. Non, comme ça vient d'être évoqué, effectivement, avec l'Italie et la Libye, c'est une relation historique, c'est une relation aussi affective, puisque il y a cette profondeur, notamment, et effectivement, de colonisation, mais pas que. Donc, il y a, par extension, ces convergences d'intérêts, tant pour Muammar Kadhafi que pour Berlusconi en matière d'intérêt économique. Le groupe Eni était le groupe le plus important en matière d'investissement économique, en matière d'énergie en Libye. Donc, il y avait des intérêts quand même assez importants et assez stratégiques pour Berlusconi. Mais au-delà de ça, bien évidemment, par je dirais, fait de relations et de profondeur de ces relations, elle s'est transformée en relation amicale. Au même titre d'ailleurs que Vladimir Poutine. Mais pour revenir à Kadhafi, lui qui est, rappelons-le, à la mort de Kadhafi, à son assassinat, il avait évoqué que c'était une folie d'avoir déstabilisé la Libye, d'avoir assassiné Kadhafi. C'est pour vous dire qu'effectivement, c'est quelqu'un qui, parfois même, il a été taxé pour cela, reproché aussi, qui pense à voix haute, entre parenthèses, et au même titre que son intérêt déclaré et je dirais officiellement et publiquement
son amitié profonde aussi à Vladimir Poutine, même après février 2022 et la crise en Ukraine. Donc c'est quelqu'un qui est authentique, c'est quelqu'un qui est en adéquation avec et fidèle à son personnage, fidèle aussi à son approche et sa vision. Parfois aussi, rappelons-le, comme j'ai expliqué, des déclarations un peu farfelues. Lui qui avait pris de court Angela Merkel en 2009 et Sarkozy avec cette déclaration rocambolesque, à savoir je dirais son intention à vouloir voir Israël adhérer à l'Union européenne, même si elle était loin. C'est du Berlusconi, donc à savoir qu'il est vraiment atypique. Mais encore une fois, aux yeux du peuple italien, aujourd'hui, il a laissé un legs, il a laissé un cap, puisque l'Italie, faut-il le rappeler, dont les 3 mandats, a pu aussi émerger, être mis en exergue, tant par sa politique et notamment sa stabilité politique, mais aussi par l'espoir suscité, à savoir une dynamique économique qui a fait de l'Italie aujourd'hui un partenaire stratégique pour plusieurs pays, tant en Europe qu'en Afrique. Justement, Badis Renissa, je crois qu'on l'a démontré, donc Berlusconi, plusieurs décennies de vie politique, il laisse des disciples comme l'actuel chef du Conseil italien, Giorgia Meloni, ou encore son allié, Matteo Salvini, chef de la Ligue anti-migrants. Mais au-delà, que restera-t-il, selon vous, de Silvio Berlusconi d'ici quelques années ? Le symbole, à savoir cet homme réfractaire tant par rapport aux diktats de politique interne, mais aussi par rapport aux diktats de l'Europe, aux diktats du monde, je dirais aujourd'hui multilatéraliste certes, mais dans lequel l'Italie effectivement pourra profiter de ce legs, pourra profiter de cette approche innovante qu'il avait apportée 3 décennies en arrière. Donc je pense que oui, ils seront redevables à cette cassure ou cette interruption, notamment dans le prisme lui-même et le paradigme politique de l'Italie, que Silvio Berlusconi a su effectivement amorcer, a su initier d'une manière efficace, mais surtout d'une manière pérenne, puisque nous avons vu aujourd'hui une Meloni qui reconquérit certains terrains ou certaines relations bilatérales avec certains pays pour lesquels ils n'étaient pas forcément, je dirais, prédisposés. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, l'Italie va profiter, continuera à profiter de ce symbole qui est Berlusconi, qui était Berlusconi en tout cas. Gamal Amina, même question, peut-on parler d'héritage berlusconien ? Oui, tout à fait. La création de ce parti Forza Italia était destinée à faire en sorte que l'Italie aille de l'avant. Berlusconi a initié quelque chose de fort, c'est qu'il a su réconcilier, c'est important de ne pas le perdre de vue, parce que la Ligue lombarde, qui est une ligue éminemment raciste au départ, la Ligue du Nord, s'est un petit peu calmé par rapport à l'Italie du Sud. C'est-à-dire qu'il a réconcilié le Nord et le Sud, ce qui n'était vraiment pas évident. Il a su faire en sorte que l'Italie soit intégrée, qu'économiquement, il y ait une vraie relance économique, puisque quand il y a eu la dégradation de la lire italienne, ils ont pu exporter à plein régime, que c'est devenu la 2e puissance industrielle d'Europe, c'est pas rien, et que l'Italie, dans un pragmatisme qui est voulu par Berlusconi, pas seulement, pas Meloni aussi, qui va en Algérie, par exemple, pour les gaz du pétrole, qui ne va pas rompre totalement avec la Russie, qui fait en sorte d'apaiser sa relation avec la rive sud de la Méditerranée, eh bien, ce sont des partis qui s'inscrivent dans une logique de construction de leur nation. Ce sont des partis que je dirais pas nationalistes ou ultranationalistes, mais au moins patriotes économiques. Et ça, ces questions-là, elles vont rester. Berlusconi a donné un sentiment de fierté, même si vers la fin, c'était moins glorieux. Il n'en demeure pas moins qu'il pesait toujours 8% aux élections, et que c'est grâce à lui aujourd'hui que cette coalition de droite et d'extrême droite a su se rallier, faire corps dans une Italie qui est enfin réunifiée entre le Nord et le Sud. Il n'y a plus cette rupture du Nord riche et industriel et du Sud pauvre. Aujourd'hui, avec Berlusconi, l'Italie semble s'être réconciliée. Gamal Amina, vous l'avez souligné tout à l'heure, on a l'impression que Berlusconi ouvre la voie à plusieurs figures politiques, cette espèce de mélange entre souverainisme, populisme aussi, anti-élite. On a vu des cas comme des Berlusconi, à la fois comme Trump, Viktor Orban, le président brésilien. On a l'impression que même d'une certaine manière Erdogan, on a l'impression que ça fait ce type d'écurie, il y a un ancrage qui promet beaucoup de succès à l'avenir. Alors, le problème, c'est que quand je dis régulièrement, quand j'interviens dans les médias européens en particulier, que je leur dis que ce qui a fondé la réussite des pays occidentaux, c'est la droite et l'extrême droite, ça choque. Parce que quand on pense à l'extrême droite, on pense au nazisme. Et même dans le parti nazi, ils ont modernisé l'Allemagne. En Espagne, c'est Franco, Salazar au Portugal. Et évidemment, celui qui a initié tout ça, le laboratoire, donc, Benito Mussolini en Italie, qui a modernisé le pays. C'est difficile à entendre, malheureusement, parce que c'est des partis extrêmes. Mais il est vrai que lorsque Berlusconi fait ces alliances-là en Italie, il crée un laboratoire politique qui fonctionne. Orban, maintenant, vous m'avez cité plusieurs élites intellectuelles, et l'Europe va de plus en plus à droite, voire à l'extrême droite. Il y a fort à parier que la France devienne, en 2027,
un pays d'extrême droite, et on a entendu Marine Le Pen regretter la mort de Berlusconi comme si c'était un compagnon de route. Donc ce mouvement de droite et d'extrême droite qui est en train de submerger l'Europe, et qui va peut-être toucher la Russie d'ailleurs, parce que la Russie commence à être plus ou moins, par rapport à la question de la souveraineté du nationalisme, commence à être touchée par ce courant-là. Eh bien, c'est vrai que l'Italie de Berlusconi a démocratisé et a normalisé la relation avec l'extrême droite, ce qu'on n'imaginait pas. Le MSI, qui est l'émanation de Benito Mussolini, ou encore la Ligue du Nord, qui est un mouvement ouvertement raciste, comme je dis, anti-italien, toutes ces organisations aujourd'hui sont vues comme étant des partis normaux. Et c'est ça qui est à craindre, parce que les partis normaux peuvent s'autoriser beaucoup de choses par la suite si on ne les surveille pas. Monsieur Badis Khnissa, vous avez le mot de la fin. Berlusconi et l'avenir? Non, Berlusconi le lègue l'héritage pour une Italie rayonnante, conquérante, comme on le voit aujourd'hui, qui ouvre des horizons à foison et qui, encore une fois, est dans la continuité de ce continuum plutôt d'une politique à laquelle Berlusconi a marqué de son ADN, je dirais. Merci messieurs. On rappelle que l'enterrement, la cérémonie religieuse est prévue mercredi. L'Italie a décrété un jour de deuil national. Ça sera tout messieurs. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce magazine. Je rappelle que nos invités de ce soir étaient Gamal Abina, spécialiste des questions internationales, et également Badis Khnissa, président du think tank Émergence. Le magazine d'Antichéquier que vous retrouverez demain. Bonne suite des programmes sur Al24 News.